et de diagnostic anténatal à Tours. Et on a le plaisir de voir avec lui la prédiction de l'anémie fœtale par le Doppler. À vous la parole, professeur. Merci donc à la STGO, merci à Raled pour son invitation. Je suis très heureux, moi aussi, d'être parmi vous ce matin. Alors, il va y avoir peut-être quelques redites. On va revoir un petit peu plus en détail les modalités de réalisation du Doppler de l'artère cérébrale moyenne, parce qu'évidemment, vous vous doutez bien qu'une forte proportion de mon topo va être orientée en ce sens. Donc la définition, bien sûr, une baisse du taux d'hémoglobine, on l'a déjà dit, et on a dit aussi qu'effectivement, il n'existait pas ou peu de risque d'anasarque avant d'avoir atteint des taux relativement bas d'hémoglobine, en pratique aux alentours de 5 grammes ou en dessous de 5 grammes, même si tout le monde n'est pas forcément d'accord, puisque, comme vous l'a montré Philippe tout à l'heure, dans la survenue d'un anasarque, il n'y a pas que le taux d'hémoglobine qui intervient, il y a également beaucoup d'autres éléments associés. Alors, tous les auteurs même ne sont pas forcément d'accord sur la définition de ce que l'on appelle une anémie fœtale. Pour certains, c'est la déviation du taux d'hémoglobine par rapport à la normale qui compte, puisque on sait que le taux d'hémoglobine varie tout au long de la gestation, augmente progressivement aux alentours de 11 grammes vers 18 semaines d'aménorrhée et augmente jusqu'à atteindre 15 voire 16 grammes à la fin de la grossesse. Donc pour certains, c'est le décalage par rapport au taux d'hémoglobine qui permet de définir donc des anémies qui sont des anémies modérées entre 2 et 7 grammes de décalage par rapport à la normale, les anémies sévères lorsque le décalage est supérieur à 7 grammes par rapport à la normale. Et puis pour d'autres, ce sont les valeurs exprimées en multiples de la médiane du taux d'hémoglobine, avec des anémies modérées en dessous entre 0,64 et 0,55 multiples de la médiane, et des anémies sévères lorsqu'on est situé à moins de 0,55 multiples de la médiane. Alors, Philippe vous l'a dit tout à l'heure, il existe de nombreuses causes possibles à une anémie fœtale. On distingue en fait deux grands cadres, les anémies dites immunes, lorsqu'il existe donc des agglutinines irrégulières positives chez la mère. C'est tout le groupe des alloimmunisations dans différents systèmes de groupes sanguins érythrocytaires. Et puis des anémies pour lesquelles les agglutinines irrégulières maternelles sont négatives. Et là, on est orienté vers, en premier lieu, les infections materno-fœtales. Alors, il y a le parvovirus B19, bien sûr, que l'on voit ici, mais il n'y a pas que le parvovirus B19. Des anémies sont retrouvées également, en particulier dans la toxoplasmose et la syphilis également. Syphilis qui a une recrudescence mondiale, et c'est une étiologie également à rechercher systématiquement. Les hémoglobinopathies, avec, on en a parlé, l'alpha-thalassémie, des atteintes possibles de la moelle osseuse entrant dans le cadre de certains syndromes génétiques, ou dans le cadre également de leucémie, les tumeurs fœtales ou les tumeurs placentaires. Alors pour les tumeurs placentaires, on a principalement le chorioangiome, qui est cette tumeur bénigne et qui crée un shunt au niveau de la circulation fœtale dans le placenta. Et au niveau des tumeurs fœtales, un certain nombre de tumeurs, en particulier donc des tumeurs intracrâniennes, comme l'a montré Philippe tout à l'heure, mais également des tumeurs, en particulier du pôle caudal, le tératome sacro-coccygien, que vous connaissez sûrement. Et puis, les transfusions fœto-maternelles, Philippe vous en a parlé tout à l'heure, et le groupe tout à fait spécifique, où on est amené, bien sûr, à faire de nombreux Dopplers et à rechercher une anémie dans les grossesses monocoriales. Vous connaissez le TAPS, c'est la séquence anémie-polyglobulie qui est liée à l'existence d'anastomose entre les deux circulations fœtales d'une grossesse monocoriale. Et puis, un petit peu plus récemment, ont été décrites des anémies aiguës chez des fœtus survivants de la mort in utero de leurs cojumeaux dans le cadre des grossesses monocoriales. Ces différentes étiologies, évidemment, ont été largement répertoriées dans la littérature. Il existe plusieurs papiers qui les décrivent largement et qui mettent également
le point sur des anémies beaucoup plus rares, en particulier l'anémie de Fanconi, Diamond Black Fraud, vous en a parlé tout à l'heure Philippe, et puis des pathologies extrêmement rares, en particulier des maladies génétiques rares qui touchent le système des lysosomes et qui peuvent également avoir des conséquences sur l'hématopoïèse. Alors, quels signes vont pouvoir attirer l'attention et attirer l'attention en faisant proposer la réalisation, bien évidemment, d'un Doppler, on va le voir. Alors, en dehors d'un contexte vraiment maternel évocateur, c'est souvent un diagnostic qui est assez tardif, voire méconnu, en dehors évidemment des découvertes spontanées à l'échographie, découvertes accidentelles. Des signes cliniques, mais qui ont une très très mauvaise sensibilité et une mauvaise spécificité, la baisse des mouvements actifs, classique, alors qu'en fait, il y a souvent plutôt un maintien, voire une augmentation des mouvements actifs fœtaux quand il existe des anémies, et cela principalement en raison de l'hydramnios, l'augmentation de la hauteur utérine, les anomalies du rythme cardiaque fœtal. Vous connaissez ce tracé qui donc est le rythme sinusoïdal, qui est considéré comme relativement spécifique de l'anémie fœtale aiguë ou chronique, et qui n'apparaît que pour des taux d'hémoglobine relativement faibles. Et en particulier, il a été clairement démontré qu'il faut atteindre des niveaux d'hémoglobine inférieurs à 4, voire à 3 grammes pour 100 millilitres, avant de voir apparaître ce type de tracé. Alors le diagnostic échographique, lui aussi, est souvent une découverte fortuite. La mise en évidence, comme vous en a parlé tout à l'heure Philippe, d'une anasarque, avec en premier lieu les épanchements au niveau thoracique, les épanchements au niveau péricardique et au niveau pleural, mais également l'ascite, avec là plusieurs exemples. En particulier, il peut s'agir au départ simplement d'une très légère augmentation du liquide péricardique, sans qu'il y ait forcément un tableau absolument évident d'anasarque dans les premiers stades. L'augmentation de l'index cardiothoracique également est un élément important qui, en cas d'anémie fœtale, est souvent retrouvé comme signe initial. Alors ces signes échographiques ont été... il a été décrit des stades successifs d'évolution de la gravité de ces signes échographiques. Il s'agit là de vieilles publications. C'est vrai que maintenant, avec les modalités du Doppler, on est beaucoup plus à l'aise pour évaluer avec d'autres outils la profondeur de l'anémie fœtale. Des signes d'hyperhémolyse peuvent également se voir dans certaines étiologies, en particulier dans les alloimmunisations. On va avoir une augmentation du volume de la rate, une splénomégalie, une augmentation du volume hépatique également, qui est liée principalement à l'hématopoïèse extramédulaire du fœtus. Ces signes, qu'il s'agisse des signes d'anasarque ou des signes d'hémolyse fœtale, ont une sensibilité relativement mauvaise, mais par contre, évidemment, dans un contexte, et dans un contexte évocateur, ils auront une très très forte spécificité. Les niveaux de sensibilité qui ont été décrits, même si c'est des publications qui sont un peu anciennes, vous voyez, n'atteignent pas des niveaux qui sont satisfaisants pour en permettre l'utilisation dans le cadre du dépistage. Alors ce qui nous intéresse, nous maintenant, c'est les nouvelles modalités. Philippe vous en a parlé, donc le Doppler de l'artère cérébrale moyenne. Le principe est basé sur une loi physique toute simple, qui est que la vitesse d'écoulement d'un liquide dépend de sa viscosité. C'est assez facile à mettre en évidence quand on fait couler deux liquides de viscosité très différentes, comme par exemple l'eau et le bitume. Eh bien, on se doute bien, et c'est vu dans l'expérience commune, que ces deux liquides ne s'écoulent pas à la même vitesse. Il existe même, dans les laboratoires, une possibilité de tester la viscosité d'un composant. Vous voyez que là, on fait couler trois liquides de viscosité différentes. À un temps t0, on s'aperçoit qu'au bout de quelques secondes, l'écoulement n'a pas atteint du tout la même distance. Ça permet véritablement une mesure indirecte
de la viscosité d'un liquide. Alors la viscosité sanguine, c'est celle qui nous intéresse, elle dépend principalement de plusieurs éléments, mais le principal élément dont elle dépend, c'est évidemment le nombre d'éléments figurés dans le sang. Et vous savez que ce sont les globules rouges qui sont les plus nombreux dans le sang, bien plus nombreux que les plaquettes, bien plus nombreux que les globules blancs. Donc ce sont les globules rouges qui influencent lourdement la viscosité sanguine. Alors juste une petite aparté, il n'y a quand même pas que le nombre de globules rouges qui intervient dans la viscosité, il y a d'autres éléments qui peuvent être des sources d'erreur d'ailleurs, dans certaines mesures de la vélocimétrie. Il y a en particulier la déformabilité et l'organisation de ces globules rouges. C'est ce qui explique que dans les hémoglobinopathies, cette déformabilité, ou dans certaines maladies de la membrane du globule rouge, la vélocimétrie soit moins performante que dans des étiologies où les globules rouges ont un aspect, une forme normale. Et puis, il y a la composition également du sérum qui intervient, et qui peut, par le taux de protéines en particulier, être une source d'artefacts sur la viscosité sanguine. La vitesse d'écoulement dépend effectivement de façon directe. Alors je vous passe la formule, mais juste pour vous faire voir que sur le dénominateur, il y a N, et N correspond à la viscosité sanguine. Petit rappel, l'écoulement dans un vaisseau sanguin est un écoulement normalement laminaire, et vous savez que la vitesse maximale, puisque c'est celle qui va nous intéresser, est atteinte au centre du vaisseau et non sur les parois. Il faut juste s'en souvenir quand on fait du Doppler. Si on a une mesure qui est un peu trop sur le côté du vaisseau, on n'a pas la vitesse qui règne au centre du vaisseau sanguin. Alors la mesure de la vitesse peut se faire en Doppler, vous en faites tous les jours des mesures de vitesse. Néanmoins, il faut aussi se souvenir d'un élément physique important, qui est que la vitesse qui est affichée comme mesurée par votre Doppler, est extrêmement dépendante de l'angulation que vous donnez au faisceau des ultrasons par rapport au vaisseau. La formule de la vitesse est essentiellement basée sur une différence de fréquence entre la fréquence émise et la fréquence reçue, ça c'est l'effet Doppler, et le cosinus de l'angle d'insonation du vaisseau. Alors, s'il vous reste quelques souvenirs de trigonométrie, vous vous souviendrez peut-être que le cosinus de 90 degrés, c'est 0, et que le cosinus de 0 degré, c'est 1. Donc, ce que l'on veut dans la formule, c'est avoir un 1 pour éviter de perturber la mesure de la vitesse. Et pour avoir un 1, il faut avoir un cosinus de 0 degré, ce qui signifie qu'il faut insonner le vaisseau sanguin dans son axe, et pas avec une erreur de mesure de l'angle. Donc la technique de mesure de la vitesse systolique de l'artère cérébrale moyenne se fait, alors les règles de base, Philippe vous en a parlé tout à l'heure, repérage du polygone de Willis sur une coupe transversale qui est située légèrement plus caudale que la coupe du diamètre bipariétal, mesure au niveau du tiers proximal et dans l'axe du vaisseau. Alors les publications initiales disaient qu'il ne faut pas avoir un décalage de plus de 30 degrés, mais il est vrai maintenant qu'on veut de la précision, c'est 0 degré qu'il faut obtenir et il faut être complètement dans l'axe du vaisseau. Donc en pratique, comment cela fonctionne? On fait notre coupe. Alors il faut faire on fait une coupe du diamètre bipariétal et on descend un peu plus vers le pôle caudal du fœtus. On essaie de s'arranger pour avoir à peu près perpendiculaire la suture médiane du fœtus. On met notre fenêtre Doppler. Alors, il est bon d'avoir une fenêtre Doppler qui n'est pas trop grande, vous savez, pour ne pas saturer les capacités de calcul de l'appareil. Et donc, on repère le polygone de Willis et on voit émerger donc l'artère cérébrale moyenne, dont on va prendre le Doppler vraiment au niveau de sa partie initiale. La fenêtre doit être alors 1 mm, 2 mm, en tout cas pas plus de 3 mm. Après, tout dépend de la précision de votre appareil. Ce que l'on veut, c'est ne pas avoir d'aliasing, de repliement de spectre. On veut avoir un signal qui est tout à fait satisfaisant. Voilà. En faisant bien sûr attention au mouvement du fœtus et en ayant l'échantillonnage
vraiment au centre du vaisseau, donc avec un zoom qui est suffisant. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la vitesse systolique, 72,5 cm/s, une mesure sur le spectre qui doit répondre aux mêmes critères de qualité habituels de la réalisation d'un Doppler, hein, c'est-à-dire avoir un spectre suffisamment développé, en particulier le spectre doit occuper au moins les 2/3 de la bande spectrale, avoir un signal qui soit suffisamment net, puisque c'est le calculateur qui fait l'analyse du contour. Il ne doit pas y avoir le réglage du gain doit être suffisamment adapté. Et une mesure qui se fait sur de 3 à 6 cycles, pas un seul, puisqu'il y a des risques de petites variations. Entre 3 et 6 cycles, la mesure est tout à fait satisfaisante. On doit effectuer plusieurs mesures, il est dit 3 dans la littérature, et prendre la valeur qui est la plus élevée, puisque c'est celle qui est le plus proche de la vérité. Alors attention, Philippe vous en a un petit peu parlé, mais vous voyez, pour vous illustrer l'importance des variations qui peuvent exister, si vous prenez le spectre Doppler au niveau de la carotide interne qui est située juste derrière, on se retrouve avec des flux qui sont souvent beaucoup plus faibles, 45 cm/s simplement. Attention au correcteur d'angle, et pour vous illustrer cela, par exemple, si vous utilisez à mauvais escient le correcteur d'angle, vous voyez qu'on passe là à des vitesses qui dépassent 100 cm/s, on est complètement hors de la vérité. Donc vraiment 0 degré et pas de correcteur d'angle, c'est comme ça que vous obtiendrez une bonne mesure. L'expression de cette vitesse doit être reportée sur des courbes qui l'expriment en fonction de la multiple de la médiane. Et la valeur qui est la valeur seuil donnée dans la littérature, issue des travaux initiaux de Marie, c'est 1,5 multiple de la médiane, donc la courbe en gras. On peut s'aider, comme vous l'a dit Philippe tout à l'heure, de certains sites, perinatology.com en particulier. Il y a des sites également en français qui vous permettent, ce sont les mêmes courbes et les mêmes valeurs de référence, de calculer la vitesse en multiple de la médiane. Alors les travaux initiaux étaient des travaux qui ont été faits dans le cadre des alloimmunisations Rhesus par Giancarlo Mari, qui a le premier publié ces résultats avec une excellente sensibilité et un taux de faux positif relativement faible et tout à fait acceptable. On avait autrefois l'indice de Lillet, je passe là-dessus, et je passe également sur des études qui ont comparé l'indice de Lillet à la vélocimétrie de l'artère cérébrale moyenne dans le cadre des alloimmunisations. Il est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que les conclusions sont définitives, l'artère cérébrale moyenne est bien meilleure que les autres tests qui étaient utilisés à l'époque. Et donc, cela permet de poser éventuellement l'indication d'un prélèvement de sang fœtal au cordon. Et aujourd'hui, dans la majorité des équipes, il n'y a plus de PSF diagnostique. Les PSF ne sont faites que sur une élévation de la vitesse de l'artère cérébrale moyenne effectuée par un opérateur qui sait faire la mesure. Plus de PSF diagnostique. Les PSF ne sont maintenant utilisés qu'à des fins thérapeutiques dans le cadre d'une transfusion fœtale. Les effets de la transfusion sur la vélocimétrie sont immédiats et cela vous permet, alors quand on fait une transfusion, une mesure du taux d'hémoglobine après transfusion, mais la vélocimétrie déjà vous renseigne et c'est quelque chose qui a été publié également dans les années 2000. Vous voyez chez ce même fœtus, avant transfusion, une vitesse de 78 quasiment cm/s, qui est divisée quasiment par 2, 34,5 cm/s, après la transfusion. Donc un effet direct de l'augmentation de l'hématocrite sur la viscosité sanguine du fœtus. Alors on peut comme ça surveiller de façon régulière des fœtus pour lesquels des transfusions itératives sont réalisées. On réalise dans la majorité des cas des transfusions tous les 15 jours ou tous les 3 semaines dans les étiologies d'anémie qui sont récurrentes, comme par exemple les alloimmunisations. Et donc on peut suivre à la fois en parallèle sur le taux d'hémoglobine du fœtus et sur la vélocimétrie
les évolutions. Vous voyez que chez ce fœtus, par exemple, qui a été transfusé une première fois à 21 semaines d'aménorrhée avec un taux d'hémoglobine à 3 grammes, eh bien, en le faisant passer à 12 grammes, la vélocimétrie avait réatteint une valeur normale, puis elle s'est remise à augmenter, de nouveau 3 grammes 7, retransfusion, etc., comme ça, jusqu'à en général 34 ou 35 semaines d'aménorrhée, puisqu'à partir de 34 ou 35 semaines d'aménorrhée, la prématurité est moins grave par rapport au risque, en tout cas, de la transfusion in utero. Alors la validité de cette mesure de l'artère cérébrale moyenne, à la fois pour le diagnostic de l'anémie et pour la surveillance du fœtus, est parfaitement validée dans les alloimmunisations, qu'il s'agisse des alloimmunisations Rhesus ou des alloimmunisations Kell. Il y a plusieurs séries dans la littérature, on a un effet quasi immédiat. Attention toutefois, il a été décrit dans les transfusions itératives, il est possible qu'on induise des modifications dans les populations de globules rouges qui font qu'ils ne s'agrègent pas de la même façon au niveau du courant sanguin et que la mesure de la vitesse est peut-être un tout petit peu moins fiable chez un fœtus qui a déjà eu plusieurs transfusions in utero. Pour le parvovirus B19 également, validité de la mesure est démontrée. Attention là aussi toutefois, un certain nombre de fœtus porteurs de l'infection ont une myocardite associée, et cette myocardite peut perturber le débit cardiaque et modifier la vitesse. Et puis dans les transfusions fœto-maternelles, c'est quelque chose qui est aussi complètement validé, l'utilisation de l'artère cérébrale moyenne est validée. Il y a des risques d'erreur, par contre, dans deux types d'indications. Dans les retards de croissance intra-utérin, vous savez qu'il y a un certain nombre de fœtus porteurs d'un retard de croissance intra-utérin qui vont avoir une anémie. Elle est rarement très profonde, mais elle existe quand même. Et là, du coup, les modifications hémodynamiques et cardiovasculaires d'un fœtus en retard de croissance intra-utérin font que la mesure de la vitesse de l'artère cérébrale moyenne est moins fiable. Et puis les hémoglobinopathies, c'est essentiellement lié à la déformabilité des globules rouges qui intervient sur la viscosité. Là, c'est moins fiable aussi, donc attention pour le diagnostic et le suivi chez ces patientes. Voilà, alors je vous donne, juste avant de conclure, le bilan que nous on fait quand on retrouve une anémie fœtale. Donc évidemment, on va insister beaucoup sur les recherches familiales, personnelles, l'ethnicité, la consanguinité éventuellement, pour essayer d'avoir une orientation vers les hémoglobinopathies éventuelles ou vers des maladies génétiques particulières. Rechercher un contexte infectieux qu'on trouve rarement ou presque jamais. Numération formule sanguine, groupe sanguin et recherche d'agglutinine régulière, évidemment systématique pour savoir si c'est une anémie d'origine immune ou non immune. Après, les sérologies infectieuses, en particulier donc cytomégalovirus, parvovirus B19 et syphilis. Le test de Kleihauer maternel à la recherche d'une transfusion fœto-maternelle. Une électrophorèse de l'hémoglobine en deuxième intention peut-être, aussi un élément évocateur. L'échographie de référence pour rechercher une cause fœtale, telle une tumeur fœtale ou placentaire, avec évidemment mesure de la vélocimétrie à ce moment-là. Et donc chez le fœtus, la ponction de sang fœtal, je vous l'ai dit, sert effectivement à confirmer l'anémie, mais elle doit déboucher sur une thérapeutique, pas de PSF, juste diagnostic, le rythme cardiaque fœtal avec ses limites, et puis la recherche, dans certains cas, de causes tout à fait exceptionnelles, de maladies lysosomales ou de pathologies génétiques. Voilà. Donc en conclusion, un événement rare et une surveillance maintenant complètement centrée autour du Doppler, et tout ça parce que le traitement, effectivement, a de très bons résultats, plus de 90% d'efficacité, c'est le topo suivant, donc je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur. Nous donnons la parole à la salle pour quelques questions avant d'aborder la troisième partie. Merci Franck pour ce très beau topo. Juste une question un tout petit peu technique. Est-ce qu'il y a une différence pour le Doppler de l'artère cérébrale moyenne de prendre la branche distale par rapport à la branche proximale si on n'arrive pas, d'un point de vue technique, à se mettre parfaitement dans l'axe du vaisseau de l'artère cérébrale la plus proximale de la sonde? Alors, mais là, après, c'est des conventions de mesure, en fait, qui font que toutes les mesures de référence ont été faites sur la branche proximale de l'artère cérébrale moyenne. Sur le plan conceptuel, je n'arrive pas bien à voir quelle différence il pourrait y avoir.
mais réticence à utiliser une mesure pour la reporter sur des courbes de référence qui n'ont pas été réalisées de la façon dont on va le faire, quoi. Une question sur l'allomisation Rhésus. Ça reste un problème qui n'est pas rare en Tunisie. Et on est souvent confronté à des patients qui ont des antécédents très chargés de pertes fétales dans le cadre de l'allomisation. Et on sait qu'à chaque fois, il y a une précocité des lésions et des atteintes. Dans ce cadre-là, est-ce que vous êtes amené à intervenir plus tôt, déjà avant l'apparition de signes au Doppler? Alors non, on se base uniquement sur la vélocimétrie. Alors la seule, effectivement, vous avez souligné le fait qu'il y avait souvent une avance, on dit habituellement 15 jours à peu près, hein, la gravité identique est retrouvée à la grossesse suivante, 15 jours plus tôt en âge gestationnel. Il est évident que si on était dans le cadre d'un fœtus incompatible, hein, Rhésus positif chez une mère Rhésus négatif par exemple, et si on en avait la certitude, avec une vélocimétrie rassurante, 15 jours avant un événement grave comme une mort fétale in utero, je ne peux pas être absolument affirmatif en disant qu'on ne ferait pas quand même une ponction de sang fétal à ce moment-là pour valider la bonne impression que nous donne la vélocimétrie. Mais la vélocimétrie est extrêmement fiable, en particulier dans les alloimmunisations. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'on se base complètement sur la vélocimétrie pour la surveillance. Après, reste à voir cette surveillance suffisamment rapprochée, hein, parce qu'on sait qu'il peut y avoir des réimmunisations, en particulier au 3e trimestre de la grossesse, où, comme l'a dit Philippe, il y a dans plus de 50% des cas quand même des passages des massifs fétales dans la circulation maternelle. Et il est évident que dans ces cas-là, il faut faire une surveillance qui est minimum tous les 15 jours, si ce n'est hebdomadaire, de la vélocimétrie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer